Alors bonjour, merci du fond du cœur de poursuivre cette aventure avec moi. Donc aujourd'hui, on se replonge dans Flammes jumelles, dans la saga que j'ai écrite. Je le rappelle, j'ai retravaillé cette saga. Pourquoi? Parce que j'avais vécu des nouvelles intégrations, des nouvelles compréhensions qui sont apparues et je tenais absolument à les transmettre dans mes ouvrages. Donc je dirais que mes ouvrages représentent là vraiment moi où j'en suis rendue dans mon parcours. Donc, j'essaie le plus possible de vous transmettre les informations que je reçois, les informations qui émanent de mon expérience, qui émanent de ma propre connexion. Et comme je le dis toujours, pour moi, cette saga-là, elle est tellement importante dans ma vie. Ça me fait tellement plaisir de la faire connaître parce que ma relation de couple, c'est le plus beau cadeau qui m'a été donné de vivre jusqu'à ce jour. Et Dieu sait que ça a été par moments extrêmement difficile, donc très très paradoxal. Ça m'a pris du temps, moi, à comprendre que j'étais dans une relation de flamme jumelle, que j'avais choisi d'éveiller ma conscience à travers la relation de couple. Donc, j'ai été longtemps à souffrir dans ma relation. Euh, on le voit aussi dans la saga, les héros traversent des choses difficiles, des épreuves, tout ça pour les amener à grandir en conscience. Donc, c'est pas un parcours qui est difficile, mais c'est vraiment la plus belle des bénédictions. Moi, je me suis trouvée, je me suis retrouvée, j'ai envie de dire. Mon partenaire Benoît, la même chose. Donc, de pouvoir transmettre tout ce qu'on a découvert au cours de notre parcours, le riche bagage qu'on porte maintenant, c'est vraiment une pure joie. Donc, merci vraiment de me suivre au travers de tout ça. Je me suis pris des petites notes là, pour rien oublier. Je suis pas super douée quand je dois faire des vidéos courtes. Moi, j'aime bien prendre le temps, je pense que vous le savez. Mais là, l'important aujourd'hui, c'est l'écoute du chapitre que je vais lire, donc je veux pas être trop longue. Je voulais vous dire, j'ai créé des nouvelles pochettes pour ma saga parce que moi, je suis tout le temps en train de me recréer. Donc, les pochettes que j'avais créées à l'époque, je les trouvais très belles. Aujourd'hui, ben, j'ai envie qu'ils expriment autre chose de plus doux, je dirais. Donc, ouais, j'ai recréé les pochettes. J'ai juste pas encore mes livres, donc je peux pas vous les montrer. Mais dans la vidéo que j'ai fait, là, qui va suivre, la vidéo montée, à la fin, je vais mettre les images des 4 livres de la saga. Donc, vous allez pouvoir les regarder. Et si jamais ça vous tente de vous les procurer, ils sont disponibles sur Amazon. Comme ça, vous allez savoir à quoi ressemblent les ouvrages. Ceci étant dit, je voulais parler avec vous de la façon que j'ai construit le premier livre, l'initiation, celui que je suis en train de vous lire, parce que c'est quand même assez important, parce que moi, mon intention au travers de mes ouvrages, comme je l'ai mentionné, c'est de transmettre mon expérience, mes compréhensions au travers de la relation de flamme jumelle et dans mon parcours, dans mon propre parcours et aussi dans le parcours des autres, parce que je suis en communication, en lien avec d'autres personnes qui cheminent comme moi. Donc, j'ai bien retracé certaines étapes qu'on vit tous dans notre parcours de flamme jumelle ou dans notre parcours de reconnexion à nous ou de fusion à nous, comme vous voulez l'appeler. Donc, il y a vraiment certaines étapes qu'on peut retracer. Et moi, dans mon premier livre, celui qui ouvre la saga, j'avais envie de représenter ces étapes pour que le lecteur, la lectrice puisse comprendre qu'est-ce qu'il vit. Donc, et aussi identifier, vous êtes rendu à quelle étape du parcours. Donc, j'ai structuré le livre comme ça. Il y a 7 chapitres parce que pour moi, ça représente les 7 étapes qu'on traverse. Donc, je vous ai fait la lecture du premier chapitre que moi, dans mon roman, j'ai appelé Retrouvailles. Donc, ça le dit, les héros se retrouvent dans le monde physique. Ensuite, le chapitre 2 que je vous ai lu la semaine dernière, je l'ai intitulé Lune de miel. Donc, vous avez vu, c'est un très beau chapitre. Le début de l'histoire d'amour entre Anna et Phoenix, leur rencontre. Ils se dévoilent, ils se mettent à nu, ils se montrent tels qu'ils sont, ils jouent pas de rôle. Donc, c'est vraiment une période qui est super agréable à vivre. Ensuite arrivent les périodes un peu plus tumultueuses, un peu plus souffrantes, où les épreuves vont commencer à jalonner la route des partenaires dans le couple flamme jumelle. Donc aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 3, Tourmente. Je fais une petite parenthèse. Je vais vous lire presque dans son intégralité parce que je trouve que j'arrivais pas à le couper pour essayer de raccourcir le tout. Donc, je me permets, comme la semaine dernière, là, de lire presque au complet le chapitre, mais je saute un passage presque à la fin de l'extrait. Vous allez voir, Phoenix et Anna vont être chez Phoenix dans sa maison, sur le canapé, en train de s'embrasser.
Et ensuite, ça va laisser place à une scène avec plus d'intimité entre les héros. Et ça, je voulais vraiment le garder pour le lecteur ou la lectrice. Donc, les gens qui veulent se procurer l'ouvrage, je vais vous laisser découvrir là, l'intimité de Anna et Phoenix de cette manière. Donc, c'est ce passage-là que je ne fais pas la lecture. Donc, vous allez voir dans l'extrait que je vais lire, quand vous allez entendre, bon, Anna et Phoenix sont sur le canapé de Phoenix, s'embrassent. Dans le livre, le passage se poursuit. Moi, je vais simplement là, mettre un terme. Ensuite, clore le chapitre avec une réflexion qu'Anna se fait. Tout ça pour dire que je poursuis maintenant avec mes étapes. Donc, le chapitre 3, tourmente, donc ça le dit, ça commence à être un peu plus compliqué dans le parcours du couple de flammes jumelles. C'est exactement ce que Anna et Phoenix vont vivre. Vous allez voir, il va y avoir des légères tensions qui vont s'installer. Ensuite, dans mon livre, le chapitre 4, c'est fuite. Je vous en dis pas plus, je veux juste vous dire que c'est un chapitre très chargé, très chargé émotionnellement, suivi du chapitre 5 qui s'intitule Chaos. Alors là, c'est la débandade totale. Encore une fois, on est dans une charge émotionnelle très lourde. On est dans les traumas de l'âme. Donc, ça va être... ces deux chapitres, ils sont... au niveau de l'information que je lis, ils sont très riches, très denses. Donc, ça fait encore une fois partie de ce que j'ai vécu dans mon propre parcours. J'essaie de le transmettre le plus fidèlement possible. Donc, j'ai été très loin dans la descente aux enfers que les partenaires de flammes jumelles peuvent vivre dans leur relation. Mais ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une remontée vers la lumière. Donc, après la descente dans l'ombre, on remonte vers la lumière. Si on a la force de passer à travers tout ce processus qui est tellement intelligent au final et tellement aimant. Donc, mes deux derniers chapitres, je les ai intitulés Révélation et Renaissance. Donc, c'est exactement moi ce que j'ai vécu dans mon parcours, une renaissance, une redécouverte de qui je suis, un retour à la mémoire. Donc, c'est ce que Anna et Phoenix vont vivre. Dans le chapitre 6, celui que je vous ai dit que j'ai appelé Révélation, il va y avoir d'énormes révélations qui vont tomber autant de la part de Phoenix que de la part de Anna. C'est des révélations que j'ai envie de vous dire, vous n'aurez pas vu venir nécessairement. Donc, je veux vraiment instaurer un suspense tout au long de l'histoire que je conserve jusqu'à la toute fin de la saga. Donc, il y a des scènes bien particulières que j'ai insérées justement pour faire grimper la tension, pour rendre l'histoire vraiment intrigante à vos yeux. Moi, en tant qu'auteur, quand j'écrivais ces bouts d'histoire, je disais « Waouh, c'est tellement intéressant! Waouh, même moi, je ne l'avais pas vu venir. » Donc, tout ça pour dire que vraiment, la saga Flammes Jumelles, elle nous entraîne très loin, probablement dans des lieux que vous aviez pas pensé là, de prime abord. Je me permets de faire une petite parenthèse. Dans ce passage-là que je vais vous lire, on y va un petit peu dans le domaine du paranormal, dans le sens que Phoenix, je ne sais pas si vous en rappelez, sinon je vous le rappelle, quand il a été reconduire Anna chez Jeanne à la suite de leur rendez-vous au parc du Mont-Royal, il l'embrasse et à un moment donné, il déplace Anna sur ses genoux et Anna a dit « Waouh, je l'ai pas vu venir. Comment ça, je me suis déplacée aussi vite? Les gestes à Phoenix sont tellement rapides. » Donc, dans le chapitre 3 que je vais vous lire, Anna va avoir beaucoup de réflexions sur ça, justement, dire il se déplace plus vite que son ombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, tout ça pour dire que parfois, là, je vous entraîne vraiment dans le domaine du paranormal. Sinon, souvent, ce que j'apporte dans l'histoire, c'est le développement des capacités psychiques de l'être humain, qui pour moi est un thème vraiment important à aborder. Pour moi, on a tous ces capacités au fond de nous, que ce soit la télépathie, la téléportation, la lévitation. Donc, toutes ces facultés qu'on voit dans les films de super-héros, pour moi, ça fait juste partie du potentiel qui est en nous. Donc, à travers mes héros, vous allez voir le petit à petit leurs capacités psychiques qui vont s'éveiller. Tout ça pour dire que maintenant, je voulais vous donner quelques petites infos que je n'avais pas encore véhiculées, qui sont importantes d'avoir. Donc, je vous ai parlé d'Élie. Élie, c'est la meilleure amie d'Anna. Donc, Élie, elle réside également chez Jeanne. Jeanne, je le rappelle, c'est la vieille dame qui héberge Anna. Elle a une maison qui est tout proche du conservatoire, donc c'est bien pratique. C'est une vieille dame très gentille, très accueillante, très lumineuse, qui va jouer un grand rôle dans la vie d'Anna. Donc, tout ça pour dire que Élie réside chez Jeanne
avec Anna. Et je vous rafraîchis aussi la mémoire. Je vous avais expliqué là, à la fin du chapitre 1, à la suite de la rencontre entre Anna et Phoenix au bistrot, j'explique qu'Anna a fait un rêve cette nuit-là et qui est loin d'être agréable. Donc, elle voit Phoenix à l'avant-plan avec une femme hyper belle. Je rappelle qu'Anna n'a pas une grande confiance en elle, donc être face à cette déesse Aphrodite, ça la rend pas très joyeuse. En plus que Phoenix il a l'air de rayonner de bonheur à côté de cette femme. Et ce que Anna explique aussi dans son rêve, c'est qu'en arrière-plan de tout ça, il y a un homme monstrueux qui hante ses cauchemars depuis des mois maintenant. Donc, je vous ai pas lu les passages du livre dans lesquels elle en parle, mais elle en parle quand même régulièrement. C'est toujours le même cauchemar et dans une forêt sombre, cet homme-là monstrueux émerge. Elle le compare au diable, donc il y a une aura démoniaque avec un regard vraiment effrayant. Donc, Anna, une nuit, elle fait encore une fois un cauchemar. Et Ellie dort dans sa chambre avec Anna. Ils dorment dans la même chambre. Donc, Ellie se réveille parce qu'Anna elle a poussé un cri de terreur. Donc, Anna révèle à Ellie qu'elle fait ces cauchemars-là. Et Ellie, ben, elle aime beaucoup Anna. Donc, elle lui dit, moi, je vais te protéger. Moi, je suis une guerrière dans l'âme. Donc, cet homme-là, je vais l'envoyer au fin fond de l'Antarctique. Puis, il ne reviendra plus te hanter. Donc, c'est ce qui se passe. C'est important que je vous le dise parce que Ellie et Anna vont en parler tout à l'heure. Je vous ai pas parlé beaucoup de la mère d'Anna. Je vous ai aussi sauté les passages là, où est-ce que Anna dépeint un peu sa relation avec sa mère. Je vous donne l'info. La mère d'Anna, c'est une personnalité complètement opposée à elle. Donc, je le rappelle, Anna, c'est une jeune femme timide, chétive, très fragile, très sensible, introvertie, tournée vers l'intérieur, qui n'aime pas être le centre de l'attention. Donc, vous voyez un peu le portrait. Catherine, sa mère, complètement à l'opposé. Donc, c'est une grande musicienne là, réputée internationalement. Internationalement, elle adore être sous le feu des projecteurs. Elle est exubérante. Elle est vraiment une personnalité haute en couleur. Elle n'a pas peur de s'affirmer. Parfois même, elle s'affirme sans tact. Tout ça pour dire que leur relation va être très tendue. Et je trouvais ça important d'en parler parce que dans la relation de flamme jumelle, c'est souvent ça qui arrive. Donc, du côté de la polarité féminine, on a eu des liens difficiles avec nos mamans quand on était jeunes et ça se reflète dans le couple. Donc, c'est exactement ce qui va arriver avec Anna. Dans sa relation avec Phoenix, elle va se remettre en doute, elle va penser qu'elle n'est pas à la hauteur, elle va penser qu'elle a besoin de satisfaire ses attentes parce que c'est ce qu'elle a vécu avec sa mère. Donc, ce que j'ai pas dit aussi de sa mère, c'est qu'elle avait tendance à avoir des sauts d'humeur quand Anna était jeune. C'est d'ailleurs le cas encore à ce jour, elle a des sauts d'humeur. Donc, Anna a toujours l'impression de marcher des œufs avec sa mère et elle est toujours en mode adaptation. J'ai peur de dire quelque chose pour lui déplaire qui va la faire exploser. Donc, elle reproduit ce mécanisme dans sa relation avec Phoenix et ça va avoir des conséquences assez catastrophiques pour le couple. Donc, je voulais donner cette info-là. Sinon, oui, Anna va parler de l'effet Phoenix. Donc, qu'est-ce que c'est ça, l'effet Phoenix, qui va être mentionné à quelques reprises? Ben, je vous l'ai dit, Phoenix c'est un homme plein de prestance, plein de charme. Donc, au niveau physique, ben, Anna le trouve très beau. Et au niveau énergétique, dégage une énergie très, très puissante, une énergie magnétique. Donc, chaque fois que Anna est proche de Phoenix, mais elle a ce qu'elle appelle l'effet Phoenix. Elle a des symptômes physiques, donc le cœur qui se met à débattre, les mains qui deviennent moites, les jambes qui flageolent. Donc c'est ça l'effet Phoenix, c'est l'effet que son amoureux va lui faire au final. Je voulais aussi vous rappeler en fait que Phoenix capte les états émotionnels de Anna. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est flagrant dans la relation de flamme jumelle, une grande sensibilité à l'autre, une grande empathie à l'autre, une grande connexion. Donc nécessairement, ça fait en sorte qu'on sait comment l'autre se sent, même si l'autre ne le verbalise pas. Donc Phoenix, c'est ce qui arrive du côté à Anna. Il va même se confier, aller un peu plus loin en disant qu'il capte même à l'occasion certaines de ses pensées. Donc, vous voyez les capacités psychiques qui commencent à s'éveiller. La télépathie, pour moi, ça fait vraiment partie de ce qu'on a à l'intérieur de nous, les êtres humains. Donc, je voulais le mettre de l'avant à travers mes personnages. Sinon, je voulais vous dire, dans le chapitre La Tourmente qu'on va écouter, il va être question des traumatismes que les deux héros ont vécus. On va vraiment plonger dans leur mémoire d'âme, dans leurs blessures profondes. Et je voulais vous mettre en garde parce que Anna, elle a subi un viol et elle va le raconter à Phoenix. Donc, pour les personnes qui sont plus sensibles à ce thème, si vous êtes mal à l'aise,
juste avancer le passage. Mon intention, c'est vraiment pas d'éveiller des mémoires en vous, de vous mettre mal à l'aise. C'est juste de transmettre que c'est une réalité que certaines femmes ont vécue. Donc, je voulais le refléter à travers Anna et ça explique aussi pourquoi des fois dans les relations de couple, il y a un partenaire qui va être très méfiant par rapport à tout ce qui est contact physique parce qu'il porte justement des mémoires d'abus qu'il aurait pu subir par le passé. Donc ça, je voulais vous mettre en garde. Je voulais aussi dire deux dernières choses. Donc, c'est très fréquent dans la relation de flamme jumelle que nos mémoires s'éveillent, qu'on ait des réminiscences de vie antérieure. Donc, il va y avoir un passage justement où Anna va plonger dans sa vie antérieure. Elle va vivre une scène et qui va être assez troublante, puis qui va avoir vraiment une importance capitale par la suite. Donc, écoutez bien. Et sinon, je voulais vous dire... Non, je pense que j'ai tout dit. Oui, voilà. Donc, il me reste juste à vous dire de vous souhaiter plutôt, pardon, j'en perds mon vocabulaire, vous souhaiter une belle écoute et encore une fois, merci. J'ai super hâte de rentrer là, dans les passages plus douloureux avec vous. Ça peut sembler étrange, mais pour moi, c'est que ça fait partie des étapes qu'on traverse et une fois qu'on les a franchies, on voit toute l'intelligence qu'il y avait derrière ce processus. Donc, il me tarde de vous lire ces passages-là. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne écoute. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Marianne Williamson. Au réveil, la première image qui surgit dans mon esprit est celle de ses yeux, d'une profondeur insondable. Un frisson parcourt mon corps tandis que je revis avec émotion les tendres moments de la veille. Ses doigts effleurant ma joue, ses lèvres chaudes sur les miennes, sa voix grave résonnant mes oreilles, son énergie envoûtante m'envahissant jusqu'au plus profond de moi. Il est désormais évident que cet homme a non seulement ébranlé mon cœur, mais également mon âme, laissant une empreinte indélébile dans chaque fibre de mon être. Malheureusement pour moi, je ne suis pas la seule à le constater. Deux paires d'yeux indiscrets me scrutent alors que je savoure tranquillement mon petit déjeuner. « Allez, Anna, raconte !» s'exclame Ellie, plus enthousiaste que jamais. « On veut tout savoir. » Je prends le temps de siroter une gorgée de café malgré son impatience. Cela l'agace et elle tapote nerveusement sur la table. Jeanne, quant à elle, semble amusée par la situation. « Tu aimes vraiment nous faire languir, n'est-ce pas ?» commande-t-elle d'une voix narquoise. « Non, ce n'est pas ça » rétorquai-je, le regard dans le vide. « C'est juste que je ne sais pas par où commencer. » Comment pourrais-je leur expliquer qu'en moins de 12 heures, cet homme a réussi à bouleverser ma vie à un tel point qu'il est devenu le centre de mon univers? Ellie pousse un soupir d'impatience. « Allez, commence par le début. Où êtes-vous allé après l'école? » « Nous sommes allés au Mont-Royal, je réponds. « C'est un endroit splendide, s'exclame Jeanne. J'imagine que vous avez fait une balade dans les sentiers. » « Oui, et nous avons même pique-niqué devant de magnifiques totems. » Je m'agite sur ma chaise, sous le charme de cette journée. Ellie ne peut s'empêcher de me taquiner. « À ce que je vois, tu n'as pas eu le coup de foudre uniquement pour ces totems. » Je me sens rougir. Disons simplement qu'il a éveillé mon intérêt. Je bafouille en fixant mon bol de céréales. Elles s'esclavent toutes les deux. « Oh là là, ça a l'air sérieux alors » s'exclame Jeanne. « Je suppose que tu vas le revoir » renchérit Ellie. « Oui. » Je reste vague, ce qui l'exaspère. Pourquoi faut-il continuellement te tirer les verres du nez? C'est que c'est personnel tout ça. Comment pourrait-elle comprendre l'intensité et la profondeur des sentiments que j'éprouve pour Phoenix alors que je les assimile à peine? Ce que tu peux être prude, grommelle-t-elle. Je hausse les épaules, désolée, ce qui lui arrache un second soupir. Bon, très bien, je te fiche la paix, mais seulement pour ce matin. Autant m'en débarrasser tout de suite, je songe alors qu'elle sort de table.
Je le revois demain après les cours, avouai-je enfin. Elle revient aussitôt se rasseoir. Waouh, tu lui as vraiment tapé dans l'œil. On dirait bien. Malgré notre profonde connexion, une part de moi a encore du mal à admettre qu'il s'intéresse à une femme comme moi. Il incarne toutes les qualités que je recherche chez un homme, tandis que je me sens souvent pleine de doutes et d'insécurité. Cette différence entre nous me laisse légèrement perplexe quant à la sincérité de ses sentiments à mon égard. Élie interrompt le fil de mes pensées. Est-ce que tu crois qu'il va te proposer de passer la nuit chez lui? Sa question ouvre les portes de ma psyché, faisant jaillir les souvenirs d'une expérience qui a laissé des marques profondes en moi, me poussant à fuir les contacts intimes. Phoenix est le seul homme à qui j'ai permis de m'approcher autant. Il a exprimé son désir de prendre les choses lentement, dis-je d'une voix faible, sentant une boule se former dans ma gorge. Jeanne semble posséder le même don que Phoenix, percevant mes émotions avec une acuité surprenante. D'un ton plus ferme que d'ordinaire, elle déclare « Tu ne devrais jamais te sentir obligé de faire quoi que ce soit contre ton gré. » Je sais oui, mais je m'inquiète pour rien. Il ne ferait jamais rien qui pourrait me bousculer. Je l'espère bien, sinon il aura affaire à moi, s'exclame Élie, adoptant la même position déterminée que lors de nos discussions sur le monstre qui hante mes cauchemars. Visiblement, ma copine a l'âme d'une guerrière. Quant à Jeanne, elle me fait promettre de lui téléphoner au moindre signe de malaise et elle insiste pour me préparer une bonne tisane à la menthe poivrée pour m'aider à me détendre. Le lendemain matin, je me sens toujours aussi détendue, peut-être même un peu trop. Mon professeur de dictée musicale, M. Fortin, doit me réveiller en plein milieu du cours. La paume contre la joue, j'ai fermé les yeux quelques instants et me suis laissé emporter par le sommeil. « Mademoiselle Rose, en quelle tonalité étions-nous » me demande-t-il d'une voix mécontente. Embarrassée, je tente une réponse en espérant que la chance soit de mon côté pour une fois. « Mi bémol ?»« Sol majeur très cher » rétorque-t-il sèchement. « Et maintenant, seriez-vous en mesure de vous concentrer sur le cours ?» Il retourne s'installer au piano, tandis que je regarde l'horloge. 11 heures. Le temps semble s'étirer à l'infini. J'essaie de me plonger dans la leçon, mais mes pensées errent ailleurs jusqu'à ce que la sonnerie du dîner retentisse. Enfin, je me dirige vers la cafétéria pour retrouver Priya et Edwin. « Alors, comment s'est passé ton rendez-vous galant ?» s'informe Priya d'un ton qui laisse entendre qu'Élie n'a pas su tenir sa langue. « Bien », je réponds sans intonation particulière. Je n'ai pas l'habitude de me confier, surtout quand il s'agit de sujets émotionnels. Le tempérament colérique de ma mère m'a poussé à constamment m'adapter à ses besoins. Avec elle, c'est comme jouer à la roulette russe. Un jour tout va bien, le lendemain c'est la crise. Face à cette instabilité, j'ai appris à reléguer mes propres émotions au second plan. « Allez Anna, ne sois pas timide avec nous » s'exclame Edwin. « Et de toute façon, nous finirons par tout découvrir d'une manière ou d'une autre. » Bien sûr, même si je ne dis rien, il se tournera vers Élie. Je suis prise au piège. Nous nous sommes promenés au Mont-Royal, je réponds avec une feinte indifférence. Grâce à de nombreuses années de pratique, j'ai développé une expertise dans l'art de dissimuler mes émotions. Mais mon manque d'enthousiasme ne le décourage pas pour autant. « Et vous avez marché main dans la main ?» renchérit-il. Je soupire. « Si tu insistes pour tout savoir, oui. Maintenant, tu peux arrêter de me bombarder de questions, lançai-je avec un regard faussement sévère. » Mais il ne semble pas impressionné et éclate de rire. « J'adore quand tu joues le vierge effarouché. »« Eh bien, sache que je n'apprécie pas tes indiscrétions. Ma vie amoureuse ne te regarde pas. » Un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres. « Tu as bien dit « vie amoureuse » ? Comme à son habitude, il prend plaisir à me taquiner, mais heureusement, Priya intervient rapidement. « Laisse-la tranquille, Edwin. » Contrairement à moi, elle est douée pour se faire entendre, n'ayant aucune difficulté en matière d'affirmation de soi. Edwin change de sujet et le dîner se déroule sans autre anicroche. À 13h, je retourne en classe en gambadant. L'état somnolent du matin a cédé la place à l'exubérance et je me surprends à tapoter le bout de mon crayon sur mon pupitre, agaçant Chloé. « Hé, peux-tu arrêter ce bruit? Je n'arrive pas à me concentrer. »« Excuse-moi, » murmurai-je. Je dépose délicatement mon crayon sur le pupitre, croisant les bras pour m'assurer que ce scénario ne se répète pas. Malheureusement, je suis tellement fébrile que mon énergie cherche un exutoire. Mes pieds, incontrôlables, tambourinent le plancher, suscitant un nouveau soupir exaspéré de Chloé. « Sérieusement, qu'est-ce que tu as aujourd'hui » s'exclame-t-elle, attirant tous les regards vers moi. Je sens la chaleur de l'embarras envahir mes joues,
Être le centre d'attention n'est vraiment pas ma tasse de thé. Je préfère de loin la discrétion et passer inaperçue. Je réalise alors que ma rencontre avec Phoenix me trouble bien plus que je l'aurais imaginé. Je suis totalement incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. La tête dans les étoiles, je revois défiler les moments que nous avons partagés, ce qui déclenche en moi des bouffées de chaleur incontrôlables. Je tripote le col de mon chandail dans l'espoir de me rafraîchir, mais en vain. La simple pensée de lui semble suffire à accélérer les battements de mon cœur. Finalement, la cloche retentit, me libérant enfin de mon cours. Après avoir rangé mes affaires dans mon casier, je m'engage d'un pas hésitant vers l'entrée principale. La nervosité commence à se faire sentir, s'intensifiant à mesure que je m'approche de lui. Sa silhouette musclée se distingue parmi la foule d'étudiants, sa casquette vissée sur sa tête. Une aura de confiance émane de lui, créant un contraste saisissant avec mon propre malaise. Lorsque je me retrouve à sa hauteur, mon pouls s'accélère de manière alarmante. L'effet Phoenix se fait à nouveau sentir, comme une onde électrique parcourant tout mon être. Il m'accueille d'une voix incroyablement séduisante. « Bonjour Anna », lance-t-il avec un sourire charmeur. Je suis submergée par un sentiment d'intimidation et d'excitation, me contentant de répondre un faible bonjour tout en fixant mes pieds. Un rire chaleureux s'échappe de ses lèvres. « Vais-je avoir l'honneur de voir ton joli visage ou tu préfères la compagnie de tes baskets ?» plaisante-t-il. « Eh bien, j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver si j'ose te regarder », lui avouai-je avec une pointe de timidité. Il retire sa casquette et la dépose doucement sur ma tête. « Tiens, je t'offre mon bouclier protecteur. » « Ton bouclier protecteur ?» je répète, intriguée. Il m'explique alors que sa casquette lui sert souvent de rempart contre le flot d'informations qui lui parvient. Il me confie qu'il ressent de manière très intense les émotions des autres et que parfois cela peut être accablant. La casquette lui procure un sentiment de sécurité et l'aide à contrôler cette sensibilité particulière. En la posant sur ma tête, il me transmet symboliquement cette protection, comme s'il voulait partager avec moi une partie de son monde intérieur. Cela dit, j'aimerais t'emmener loin d'ici, déclare-t-il en inclinant légèrement la tête vers le troupeau d'élèves qui sort du conservatoire. Avec plaisir. Alors, où allons-nous aujourd'hui? Demandai-je, curieuse. Chez moi, répond-il. Son annonce me fige sur place. Une lueur d'inquiétude traverse son regard. Si tu ne te sens pas à l'aise, on peut aller ailleurs. Non, ça va. J'ai juste été surprise, c'est tout. D'accord, mais n'hésite pas à te confier s'il y a quoi que ce soit. Il est très important pour moi que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. C'est promis, acquiesçai-je. Il renchérit sur un ton taquin. De toute façon, tu ne peux pas me mentir. Je sais, soupirai-je. C'est assez gênant que tu lises en moi comme dans un livre ouvert. Un sourire radieux étire ses lèvres. Il est visiblement fier de sa capacité à déchiffrer mes états émotionnels. Un jour, tu pourras faire de même, m'avoue-t-il. Tu me laisseras lire en toi, m'exclamai-je, les yeux ronds comme des soucoupes. Si je suis capable d'un tel exploit, peut-être pourrais-je comprendre pourquoi il s'intéresse à une femme comme moi, alors qu'il pourrait conquérir le cœur de n'importe qui. Je n'aurai pas vraiment le choix, marmonne-t-il dans sa barbe. Je m'apprête à l'interroger, mais il prend ma main pour traverser la rue et j'en oublie presque mon prénom. Un jour ou l'autre, je vais devoir accepter l'évidence. Je ne peux lutter contre l'effet Phoenix. Quelques instants plus tard, nous atteignons sa Jeep, où il m'ouvre la portière en me rappelant, d'un ton protecteur, de mettre ma ceinture. Son attention à veiller sur ma sécurité éveille en moi des sentiments contradictoires. Je suis reconnaissante de sa prévenance, mais en même temps, cela chatouille légèrement mon ego. Tandis qu'il s'installe sur son siège, je lance « On dirait que tu me surveilles comme si j'étais une bombe à retardement. » Je veux juste m'assurer qu'il ne t'arrive rien. Et puis ce n'est pas comme si tu étais Wonder Woman. Tu m'as toi-même avoué que tu étais maladroite. Cette remarque est un coup dur pour mon ego. C'est vrai que je suis plutôt malhabile, mais tu ne peux pas passer ton temps à ramasser les morceaux. Phoenix, cela fait 18 ans maintenant que je me débrouille toute seule, m'emportai-je. Cependant, mon manque de crédibilité semble l'amuser, car il éclate de rire. Décidément, on ne me prend pas au sérieux, ce qui ne fait qu'attiser mon irritation. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» grognai-je, agacée. « Absolument rien », répond-il en réprimant un gloussement. Je détourne alors le regard vers la fenêtre, faisant mine de ne plus m'intéresser à lui, bien que cela soit impossible. Il démarre la voiture avec un commentaire du genre « Tu peux bouder autant que tu veux ». Cependant, ma mauvaise humeur s'estompe dès que nous traversons le pont Jacques-Cartier.
La vue sur Montréal est saisissante et il en profite pour me donner un cours d'histoire sur la ville. Son niveau de connaissance est assez impressionnant, soulignant une fois de plus le contraste entre nous deux. De l'autre côté de la rive, il décide d'emprunter une route secondaire sinueuse, rencontrant des écuries et des fermes en chemin avant d'arriver à une jonction. Optant pour la route de campagne à droite, à peine assez large pour laisser passer un véhicule, il me prévient. « Accroche-toi, ça risque de secouer. » Je comprends alors pourquoi il s'est équipé d'une Jeep. Nous sommes ballottés dans tous les sens et je me cramponne à la poignée, jetant un regard furtif vers lui. Malgré les secousses, il semble parfaitement maître de la situation, tandis que moi, je lutte contre la nausée. Après 5 longues minutes, la route cède la place à un petit sentier accessible uniquement à pied. Je me dis alors qu'il doit vivre dans une vieille bicoque, tandis qu'il vient m'ouvrir la portière. Étourdi, j'accepte la main qu'il me tend. À cet endroit, la densité de la forêt est remarquable. Les arbres immenses s'élèvent de tous côtés. Leur feuillage épais m'empêche de voir ce qu'il y a au bout du sentier. Nous progressons sous la voûte des géants et soudain, nous débouchons sur une magnifique clairière baignée par les rayons du soleil doré. Devant moi se dresse une majestueuse maison en bois rond, bien loin de l'image de la vieille bicoque que j'avais imaginée. Son charme est intemporel, sa stature imposante et raffinée. Elle s'intègre harmonieusement dans le paysage environnant, se fondant dans le décor grâce à ses rondins soigneusement sculptés à la main. De généreuses baies vitrées encadrent la façade, laissant pénétrer la lumière naturelle et offrant une vue imprenable sur l'intérieur accueillant de la demeure. « Elle est à couper le souffle », m'exclamai-je, affichant un sourire béat. Ma remarque semble le ravir. Il dépose un doux baiser sur ma main. Une bouffée de chaleur m'envahit et je me demande combien de temps cela va durer. Est-ce que je vais finir par m'habituer à sa présence? « Viens, je vais te la faire visiter », déclare-t-il joyeusement en ouvrant la porte. La luminosité de la maison est éblouissante. Un vaste plafond cathédral en bois naturel, agrémenté de poutres décoratives, donne au rez-de-chaussée une impression de grandeur. Dans cet espace ouvert, la salle de bain, la cuisine et la salle de séjour se rejoignent harmonieusement, tandis qu'un foyer de pierre à double face trône au cœur de la demeure, ajoutant une chaleur supplémentaire à l'atmosphère déjà accueillante. La décoration, imprégnée de l'art autochtone, se compose de vases en terre cuite, de tambours peints et de figurines amérindiennes, complétant un ameublement en bois massif. Une sensation de retour aux sources m'envahit, me transportant dans un autre monde où la nature et l'homme coexistent en parfaite harmonie. Tandis que mes yeux se posent sur l'escalier somptueux en bois menant vers la mezzanine, je lui exprime mon impression. Un sourire radieux illumine son visage. « Je suis ravie que ma maison te plaise. Allez, viens, la visite n'est pas terminée. » Il me conduit alors à l'étage où je découvre sa chambre, aménagée dans un style loft, offrant une vue saisissante sur la forêt et sur le séjour en contrebas. Un immense lit à baldaquin est adossé contre le mur en rondin, tandis qu'une bibliothèque garnie de centaines de bouquins, rangés par ordre alphabétique, lui fait face. Je feuillette un livre sur l'Égypte antique pendant qu'il m'observe en silence. « Tu dois dormir comme un bébé dans ce lit », commentai-je en finissant par remettre le livre à sa place. « Ça dépend », répond-il de manière énigmatique. « Ça dépend de quoi ?»« Eh bien, de toi. Lorsque tu occupes mes pensées, j'ai du mal à dormir. Nul besoin de te dire que je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours, souffle-t-il en effleurant mes doigts de ses lèvres. Je lutte pour contenir les battements de mon cœur qui s'accélèrent. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup dormi, lui avouai-je en retirant ma main. Je ne veux pas qu'il remarque que les miennes sont moites. Je pense même aller me réfugier dans le tipi coloré à la droite de son lit, tant je me sens intimidée. Comme toujours, il capte mon état émotionnel. Je me suis fixé comme objectif de te mettre à l'aise. J'espère sincèrement y parvenir. Son regard me transperce l'âme et pour éviter de rougir, je détourne la tête. Qu'y a-t-il derrière ce paravent? Demandai-je. Pas grand-chose, c'est simplement un endroit où je vais pour méditer. Il se glisse derrière la cloison en bois où un tapis circulaire tissé à la main recouvre le sol, orné de la roue du zodiaque. Les 12 signes stellaires sont brodés avec du fil doré. Et au centre, le symbole du yin et du yang attire mon attention. Il entame alors une brève explication du taijutsu. Ce symbole représente la double nature des choses, comme le positif et le négatif, le bien et le mal, le chaud et le froid. Toi, tu incarnes le yin, la polarité féminine, tandis que je suis le yang, la polarité masculine.
Ces deux forces sont complémentaires et aspirent à fusionner pour retrouver leur puissance et leur grandeur, déclare-t-il, comme si notre destin en dépendait. Je lui confie alors que ce symbole m'a toujours fasciné. J'ai même fait une présentation orale sur le sujet à l'école, ajoutai-je. Pas étonnant, ils t'ont bien préparé. Qui ça, ils? Je parle des êtres qui s'occupent de toi là-haut, précise-t-il, désignant le plafond du doigt. Je suis ravie que la conversation dévie sur la spiritualité. Cela devrait m'aider à ne pas bafouiller comme une idiote. Alors, tu crois qu'il existe des présences lumineuses qui veillent sur nous? Demandai-je. Absolument, et ton équipe a un sacré boulot à faire, me taquine-t-il. Je roule des yeux et il éclate de rire. Allez, viens, je vais nous préparer à dîner. Tu veux que je te donne un coup de main? Non, tu es mon invité. En entrant dans la cuisine, il me fait signe de m'asseoir sur l'un des 4 tabourets alignés près de l'îlot en bois massif, fait à la main. Je ne peux m'empêcher de remarquer le charme indéniable de cette maison, qui reflète parfaitement celui de son propriétaire. « Tu as des intolérances alimentaires ?» me demande-t-il en fouillant dans le frigo. « Non », je réponds. Il sort alors quelques fromages qu'il accompagne de biscottes, de confitures maison et de pacanes caramélisées. C'est exactement le genre de repas qui me plaît. Tu n'aurais pas été fouillé sur les réseaux sociaux pour connaître mes goûts? Je n'ai pas eu besoin de le faire. Au parc, tu m'as avoué que tu aimais encourager les producteurs locaux, me rappelle-t-il en sortant une bouteille de cidre de son cellier. Son attention à se souvenir de ce détail me touche profondément. Nous nous servons mutuellement, échangeant des sourires complices. L'ambiance est chaleureuse et la conversation démarre naturellement. Les mots coulent entre nous comme un torrent paisible et je me sens incroyablement à l'aise dans sa compagnie. Pourtant, alors que nous discutons, une question me brûle les lèvres et elle refuse de se taire. Finalement, je décide de la poser tandis qu'il termine sa dernière biscotte. Puis-je te demander quelque chose? Lors de notre rencontre au bistrot, tu as laissé une phrase en suspens et depuis, je m'interroge. De quoi parlions-nous? Tu as mentionné que tu ne t'attendais pas à me croiser ce soir-là. Ensuite, tu as ajouté « si j'avais su ». Qu'est-ce que tu voulais insinuer? Un soupir tourmenté s'échappe de ses lèvres, signe que ma question l'a embarrassé. Avant de te rencontrer au bistrot, il y avait quelqu'un dans ma vie, déclare-t-il enfin. Son aveu me fait l'effet d'un coup au ventre et je me sens bête d'avoir pensé qu'il m'était destiné. Une pointe de tristesse se dessine sur son visage à la vue de ma réaction. Anna, si j'avais su que nos chemins se croiseraient ce soir-là, j'aurais mis un terme à ma relation. Mais tu es apparue de manière inattendue. C'est pour cela que j'ai demandé un délai avant de te revoir. Je voulais avoir le temps de rompre avec Aluka. Aluka, répétai-je, essayant de me la représenter. Sans aucun doute, elle doit être magnifique. Ne t'en fais pas, Anna, tente-t-il de me rassurer. Cette femme ne compte pas pour moi. Alors pourquoi sortais-tu avec elle? Il pousse un second soupir, encore plus lourd que le premier. C'est compliqué, finit-il par répondre. Je vois. Je ne peux rien ajouter. Les larmes me montent aux yeux. Ayant grandi dans l'ombre de ma mère, je ne me suis jamais sentie à la hauteur, peu importe les efforts que je déploie. Et maintenant, mes vieux démons reviennent me hanter. Anna, je déteste te voir dans cet état, murmure-t-il, sa voix chargée d'émotion. Pendant un long moment, il se plonge dans ses pensées, et le silence qui s'installe m'angoisse. Mais finalement, il se livre à moi, et je me sens plus détendue à mesure qu'il partage ses confidences. J'ai vécu une enfance difficile. Je n'ai pas connu mon père, et ma mère m'a abandonnée alors que je n'étais qu'un bébé. Ce manque affectif a laissé une cicatrice profonde, malgré la chance d'avoir été adoptée par une femme extraordinaire par la suite. Mais rien ne remplace le lien avec une mère biologique ou l'affection d'un père. À l'âge de 16 ans, j'ai décidé de m'enrôler dans l'armée. N'ayant rien à perdre, j'ai saisi chaque occasion qui se présentait à moi. J'ai rapidement gravi les échelons et 2 ans plus tard, j'ai effectué ma première mission à l'étranger. Si tu avais une idée des horreurs que j'ai vues. Il contemple le néant en vidant d'un trait son verre de cidre. Tout cela pour te dire que mes expériences de vie m'ont forgé une épaisse carapace et pendant de longues années, j'ai erré sur un chemin sinueux. J'ai enchaîné les relations amoureuses sans jamais m'impliquer émotionnellement, mais au fond de moi, j'espérais qu'une de ces femmes parvienne à apaiser mes tourments. Malheureusement, aucune n'a réussi à panser mes blessures. Puis, lors d'une nuit particulière, j'ai eu une vision dans laquelle on m'a présenté la personne détentrice de la clé que j'ai toujours cherchée.
Un silence enveloppe la pièce alors qu'il fait cette confession et je me demande quelles révélations suivront. Me fixant intensément, il déclare « Anna, la femme de ma vision, c'était toi. » Ces mots me submergent d'émotion, confirmant l'exactitude de mon intuition. Phénix m'est réellement destiné. Pourtant, malgré cette conviction, une petite voix dans ma tête continue de semer le doute. Comment peux-tu en être certain? Il relève délicatement la manche de mon t-shirt, exposant ainsi mon tatouage de fleurs de lotus. Lorsque je t'ai aperçu à l'aéroport, mes yeux se sont instinctivement posés sur ce dessin. Tu n'imagines pas ma surprise. Ce tatouage est identique à celui de ma vision. De plus, mes intuitions ne me trompent jamais. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai ressenti une connexion profonde et j'ai su. J'ai su qu'avec toi, je pouvais enfin m'ouvrir et retirer mon armure. Sa confession met en lumière son côté vulnérable, caché derrière un masque de confiance. Je dois te révéler autre chose, Anna. Chacune des femmes que j'ai fréquentées possédait l'une de tes qualités. Sans le savoir, je cherchais en elles ce que je trouve en toi, mais je ne parvenais à assembler le puzzle qu'une pièce à la fois. De plus, il a fallu que j'attende que tu grandisses un peu. Si j'avais essayé de m'approcher de toi quelques années plus tôt, tes parents m'auraient signalé à la police, lance-t-il, sa taquinerie détendant l'atmosphère. Je ris. Au fait, tu as quel âge? 27 ans. Je ne peux cacher ma surprise. J'étais persuadée qu'il n'avait pas plus de 24 ans. Alors nous avons 9 ans d'écart. Il semble soudain inquiet. À voir ta réaction, on dirait que cela ne te réjouit pas. Non, c'est juste que je comprends maintenant pourquoi tout le monde nous dévisage lorsque nous sommes ensemble. Je crois plutôt que c'est notre énergie qu'il capte. N'oublie pas ce que je t'ai confié au sujet du symbole du yin et du yang. Lorsque les deux polarités sont réunies, chacun des partenaires rayonne avec beaucoup plus de puissance. Tout en me fixant intensément, il glisse ses mains dans les miennes et se lève, m'invitant à faire de même. « Qu'est-ce que tu fais ?» je lui demande, le regardant avec curiosité. « J'ai vraiment très envie de t'embrasser » répond-il dans un murmure. « J'en rêve depuis que nous nous sommes quittés mercredi. » Je sens son souffle chaud caresser ma peau, son parfum enivrant emplir mes sens. Mon cœur s'accélère, battant la mesure de cette pulsion irrépressible. Lorsque nos lèvres se rejoignent en un doux contact, je suis transportée dans un univers parallèle. Comme lors de nos premiers baisers, le monde extérieur s'évanouit, ne laissant place qu'à la magie et à l'intensité de l'échange. Il n'y a plus de passé ni de futur, seulement la beauté et la profondeur de cet instant suspendu dans le temps. Malheureusement, des décharges électriques violentes me ramènent brutalement à la réalité, brisant l'étreinte de notre baiser. Un torrent de larmes déferle sur mes joues, me laissant dans la confusion la plus totale. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmurai-je, ma voix trahissant ma panique grandissante. « Anna, c'est ton âme, elle te parle » répond-il en m'invitant à déposer ma tête sur son épaule réconfortante. Les larmes coulent sans retenue, submergeant mes sens dans une vague d'émotions indescriptibles. « Pleure autant que tu en as besoin » souffle-t-il doucement. « Tu dois remonter à la source. » Ces mots énigmatiques ouvrent un passage en moi et je revis certains moments douloureux de ma vie jusqu'à ce qu'une image sinistre se fige dans mon esprit. Ma gorge se serre comme si je respirais un air pollué, presque toxique. Phénix, c'était horrible, frémis-je de terreur. Cet homme, il m'a fait tant de mal. Le visage crispé par la souffrance, j'ai l'impression qu'une tonne de briques écrase ma cage thoracique. « Ne t'inquiète pas, je suis là à présent » me réconforte-t-il. Je n'ai jamais raconté ce qui s'est produit cette nuit où l'on m'a volé une partie de mon âme, mais maintenant je ressens le besoin de me confier à lui. Les révélations qu'il m'a faites démontrent que je peux lui accorder ma confiance. Je reprends place sur le tabouret, prenant une profonde inspiration avant de me lancer dans les aveux. J'avais à peine 12 ans à l'époque. J'avais passé la soirée avec une amie au parc non loin de l'école et le temps avait filé à toute allure. Quand j'ai finalement regardé ma montre, il était déjà 21 heures. Je savais que ma mère serait furieuse, alors j'ai décidé de prendre la ruelle adjacente au parc, pensant que ce serait plus rapide que mon chemin habituel. Un frisson parcourt mon corps alors que les souvenirs de cette nuit affreuse reviennent en force, me plongeant dans une terreur glaciale. Alors que je marchais rapidement, préoccupée par le sermon que je savais imminent en rentrant chez moi, un homme est apparu soudainement devant moi. Il m'a demandé pourquoi j'étais dehors à cette heure tardive.
Sa voix résonne encore dans ma tête. C'est terrifiant. J'ai essayé de le contourner, mais il m'a violemment plaqué au sol. L'odeur d'alcool qui émanait de lui était suffocante. Son état de délabrement était évident. J'ai lutté de toutes mes forces, mais il était bien plus fort que moi. Il a proféré des menaces de mort si je ne me calmais pas et si j'osais crier à l'aide. La peur m'a envahi, Phoenix. J'ai fermé les yeux pour ne pas voir. C'est à ce moment-là que j'ai senti. Je m'agrippe la tête entre les mains, submergée par un océan de souffrance. C'était atroce. Je n'ai pas pu retenir mon cri. Il m'a giflé violemment, proférant des insultes. Mes hurlements l'ont rendu foudrage. Tout ce dont je me souviens ensuite, c'est la sensation de sa lame qui transperce mon abdomen. La douleur était insoutenable. Puis j'ai perdu connaissance et je me suis réveillée à l'hôpital 24 heures plus tard. Je jette un rapide coup d'œil vers Phoenix, craignant qu'il ne me regarde avec pitié. Mais à ma surprise, son visage reste impassible. « Je ne voulais pas t'embêter avec mon histoire », murmurai-je, cherchant désespérément à lire son expression. Malheureusement, il demeure de marbre. « Dis quelque chose, je t'en prie », je m'exclame. « Il vaut mieux que je me taise », rétorque-t-il en se levant brusquement, sa silhouette se plantant devant la fenêtre dans un silence lourd de tension. Son mutisme est insupportable. Je décide de le rejoindre, osant lui demander s'il est en colère. « Je dirais plutôt que je suis furieux », grogne-t-il entre ses dents serrées. Ses yeux ont changé de couleur, ses pupilles dilatées. C'est une facette de lui que je n'ai jamais vue. « Phoenix, je suis désolée, je n'aurais pas dû. »« Non, » me coupe-t-il. « Je suis reconnaissant que tu te sois confié, mais je ne peux m'empêcher de songer à ce monstre et... » Il s'interrompt brusquement, comme si quelque chose le retenait d'exprimer pleinement ses pensées. Pourtant, son masque de fer semble s'être fissuré et je peux désormais ressentir la haine, le dégoût et la rage qu'il éprouve envers cet homme. À cet instant, je me rends compte que s'il croisait la route de ce salaud, il ne ferait qu'une bouchée de lui. En revisitant les événements que nous avons partagés depuis notre rencontre, je prends conscience qu'il a émis quelques signaux révélant une sorte de dualité en lui. On dirait qu'il oscille sans cesse entre le bien et le mal, et je me demande si son passé difficile y est pour quelque chose. Il est probable que oui. En l'observant, je remarque qu'il est tourmenté par une sorte de démon intérieur. Il semble toujours sur le qui-vive, prêt à réagir de façon défensive. Pourtant, nous ne vivons pas en temps de guerre. Phoenix, cet homme, il a été jugé pour ses crimes, déclarai-je. J'ai appris qu'il avait écopé de 12 ans de prison pour tentative de meurtre et agression sexuelle. Non, Anna, proteste-t-il froidement. Cette ordure mérite bien plus qu'une simple peine de prison. Son ton brutal me perturbe profondément. La colère n'est pas une émotion que j'ai l'habitude de ressentir. Je pense qu'il serait préférable de changer de sujet, proposai-je. Tu as raison, mais avant, il y a quelque chose que je veux savoir, déclare-t-il en me guidant dans le salon pour plus de confort. Troublée par la tournure des événements, je m'installe tout au bout du canapé, me couvrant d'un coussin pour me sentir un peu plus en sécurité. Pendant ce temps, il charge le foyer avec quelques bûches avant de s'asseoir à mes côtés. La lueur rougeâtre des flammes fait ressortir la beauté singulière de son visage. À cet instant, je réalise que résister à mes sentiments pour lui semble être une lutte perdue d'avance et qu'un simple coussin ne saurait me protéger de l'intensité de mes émotions. « Alors, que veux-tu savoir ?» demandai-je. En réalité, c'est plus un aveu que je dois te faire. Je m'en veux terriblement pour ce qui est advenu dans la cuisine et dans la voiture mercredi. Je n'aurais jamais dû me comporter de cette manière, dit-il d'une voix empreinte de tourment. Pardonne-moi, Anna. Mais tu n'as rien à te faire pardonner. Il se triture sur le canapé. Peut-être, mais je ne veux pas te bousculer. Il me semble évident qu'avec ce que tu as vécu... Je l'interromps pour abréger son tourment. Phoenix, tu dois me croire lorsque je te dis que chacun de tes gestes m'atteint profondément. Je prends sa main et la pose sur ma cicatrice. Sens-tu cela? C'est mon passé, alors que toi, tu es mon présent. Il reste silencieux un moment, ses doigts parcourant doucement ma blessure. « Suis-je le seul homme que tu as connu ?» finit-il par demander. « Oui, tu es le seul. Il y a eu quelques baisers échangés, mais aucun ne s'est comparé à ceux que nous partageons. Personne n'a éveillé en moi ces sentiments que je ressens en ta présence. » Il ferme les yeux et souffle profondément. Je peux sentir le tumulte intérieur qui l'agite à nouveau. « Phoenix, dis-moi ce qui te préoccupe, je t'en prie. »
Il rouvre les yeux, son expression encore plus tourmentée qu'auparavant. « J'ai peur, Anna, avoue-t-il finalement. Peur que tu découvres que je ne suis pas l'homme qu'il te faut. » Je le regarde intensément. Il incarne tout ce dont j'ai toujours rêvé et je m'apprête à le lui révéler. Mais une pensée m'effleure. Puisque nous partageons nos craintes, j'ai besoin de savoir quelque chose. Aurais-tu préféré que j'aie plus d'expérience? Chagriné à l'idée de ne pas être à la hauteur de ses attentes, mes yeux se remplissent de larmes. « Anna, c'est tout le contraire, me rassure-t-il. Je me sens honorée que tu me fasses confiance et que tu me permettes d'être proche de toi. » Dans ce cas, pourquoi ressens-tu cette peur? Je la ressens car tu es pure et je suis loin de l'être. Tu incarnes la plus belle des poupées de porcelaine et je redoute de te briser. Mais je suis incapable de maintenir mes distances. Cette pulsion qui me pousse à être auprès de toi est irrépressible. Je n'ai jamais ressenti une telle connexion émotionnelle auparavant. Aucune femme ne m'a jamais autant touchée. Et pourtant, j'en ai côtoyé plusieurs. Ces dernières paroles me plongent dans une tempête d'interrogations. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Qu'ai-je de plus que toutes ces autres femmes? Ce n'est pas quelque chose que tu possèdes en surplus, Anna. C'est plutôt ce que tu es intrinsèquement qui me rend si captivée. C'est la lumière que je perçois dans ton regard, et c'est ce qui réside ici, tout au fond de toi, murmure-t-il en plaçant délicatement la main au centre de ma poitrine. C'est précisément ce que j'ai peur de briser, car je sens que ton cœur est fragile. Je l'ai compris dès l'instant où tu as posé les yeux sur moi à l'aéroport. Une fois de plus, il semble lire en moi comme dans un livre ouvert. Mon cœur est fragile car j'ai l'impression qu'il me manque un fragment et ce n'est pas uniquement à cause de ce monstre. Depuis toujours, je suis habitée par un vide immense, comme si j'étais née avec un trou béant au creux de ma poitrine. Ma mère a même cherché des réponses auprès des médecins. Elle croit que je suis morte à l'intérieur, mais elle a tout faux. C'est une tristesse incommensurable que je ressens, une peine dont l'origine m'échappe. Mais en ta présence, j'ai l'impression que ce gouffre se referme peu à peu. C'est cela qui m'effraie. Tu as sur moi un pouvoir immense, avouai-je avec une certaine appréhension. Je crains qu'il réagisse de la même manière que dans la cuisine, mais je suis soulagée lorsqu'il s'ouvre à moi. De mon côté, c'est un peu pareil, sauf que ce n'est pas de la tristesse que je ressens, mais de la colère. Mais quand je te tiens dans mes bras, ce feu bouillonnant s'apaise. Quand je sens ta main dans la mienne, quand mes lèvres rencontrent les tiennes, quand mes doigts caressent ton dos, j'ai le sentiment que ma quête touche à sa fin et que je peux enfin me reposer. Un sourire ému se dessine sur mon visage. Accepterais-tu de refermer ce trou dans ma poitrine? Un éclat brûlant s'embrase dans son regard alors qu'il scelle nos lèvres dans une étreinte passionnée. Le feu du désir s'enflamme en moi et je lutte contre l'envie de passer mes jambes autour de sa taille. C'est à ce moment que je prends conscience de la dualité qui m'habite également. Une part de moi aspire à se fondre en lui, tandis que l'autre craint qu'il me repousse. Ne sachant pas laquelle écouter, je décide d'opter pour une troisième voie. Je pars à la découverte de son dos musclé, mes mains caressant ses épaules avec délicatesse avant de glisser vers ses omoplates. Je remarque une légère crispation, mais elle se dissipe lorsque je remonte vers ses épaules. Pendant ce temps, il entreprend également son exploration, ses lèvres trouvant ma nuque puis ma clavicule. Une vague de chaleur m'enveloppe tandis que je goûte à un plaisir nouveau. Une sensation inédite émerge en moi, une sorte d'ouverture dans les profondeurs de mon être. Cela me rend un peu plus audacieuse. Je glisse mes mains sous son chandail, mais il interrompt brusquement mon geste. Je ressens un frisson le parcourir, accompagné d'un soupir étouffé. Comme s'il cachait quelque chose, peut-être une vieille blessure de guerre qu'il ne souhaite pas que je voie. Une aura de mystère plane autour de lui, éveillant en moi une curiosité teintée d'inquiétude. « Que se passe-t-il » murmurai-je. « Anna, je ne peux pas, avoue-t-il, tourmenté. Je t'ai promis d'y aller en douceur et je veux tenir cette promesse. Si tu continues de me caresser ainsi, je crains de ne plus pouvoir me maîtriser. » Je réalise alors que mes impressions étaient erronées, comprenant que ces réactions étaient celles de quelqu'un qui ressent du plaisir. « Mais Phoenix, j'en ai envie, lui confiai-je, rassemblant mon courage. Un soupir s'échappe de ses lèvres. Crois-moi, j'en meurs d'envie aussi, mais je ne peux tout simplement pas. Je sais que je le regretterai amèrement. Ces mots me plongent dans un océan d'émotions et mes yeux se remplissent de larmes. Sensible à ma vulnérabilité, il enveloppe mon visage avec ses paumes. Je ne veux pas te causer de la peine. Je souhaite juste ce qu'il y a de mieux pour toi.
Je sais, et c'est précisément cela qui me bouleverse tant. J'ai tellement peur de ne pas être à la hauteur pour toi. Anna, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, et je ne pourrais pas supporter l'idée de gâcher ce que nous sommes en train de construire, déclare-t-il en essuyant mes larmes. Et crois-moi, lorsque le moment sera venu, je serai honorée de te faire voyager là où tu n'es jamais allé. Un sourire naît sur mes lèvres alors que mes inquiétudes commencent à s'apaiser. Dans ce cas, je serai patiente. Après avoir pris la télécommande, il m'invite à m'allonger contre son torse et une mélodie enchanteresse emplit la maison. Je me sens transportée dans un univers où chaque note semble révéler les secrets les plus profonds de la nature. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, envoûtée. « Deep Peace » de Devin Townsend. Cette chanson me fait penser à toi. Chaque fois que je l'écoute, c'est comme si je pénétrais dans un royaume intemporel. L'oreille collée contre son thorax, sa voix grave résonne désormais comme un doux écho. Les flammes dansent devant mes yeux et je plonge naturellement au plus profond de mon âme. Un sentiment de quiétude m'enveloppe, mes paupières se ferment doucement. Bercée par la musique et par les bras de Phoenix, je me laisse glisser dans le sommeil. Quand mes paupières se soulèvent à nouveau, je me sens presque gênée d'avoir sombré ainsi. « Tu dormais comme un ange », murmure-t-il tendrement. Je n'ai pas voulu te réveiller. Je suis désolée, je ne suis pas habituée à m'endormir si tôt. C'est compréhensible, surtout après ce que nous avons traversé aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui. Depuis que nous nous sommes rencontrés, mes émotions sont en ébullition. Il m'avoue alors ressentir la même chose, puis ajoute « Je n'avais pas prévu de t'inviter à passer la nuit ici, mais puisque tu as l'air épuisé, c'est à toi de choisir. Je peux te ramener chez toi si tu préfères. » Non, je crois que je préfère rester ici. L'idée de remonter dans la Jeep ce soir ne m'enchante guère, mais surtout, cette soirée et les confidences échangées ont solidifié notre connexion et notre complicité. Je sens que nous avons franchi un nouveau cap dans notre relation naissante. Les épreuves partagées et les émotions exprimées ont tissé un lien profond entre nous, empreint de compréhension, d'empathie et de confiance. Désormais, je me sens prête à aller plus loin dans cette aventure, à explorer avec lui les chemins parfois sinueux de l'amour et de la découverte mutuelle. « Très bien, je te ramènerai chez toi demain, » déclare-t-il. « Je dormirai sur le canapé. » Non, ce ne sera pas confortable. Et puis, j'ai vraiment envie de partager cette intimité avec toi. Son regard s'illumine d'une lueur chaleureuse. Tu en es certaine? Oui, à moins que tu me dises que tu ronfles. Un sourire malicieux étire ses lèvres. Non, mais toi si. Je sens mes joues s'embraser de gêne, mais il se hâte de me rassurer. Je rigolais. Allez, viens, je vais te trouver une brosse à dents. Après avoir enfilé un de ses t-shirts comme pyjama, nous retournons au salon pour discuter, mais le sommeil finit par me submerger. Nous montons à l'étage et il retire son polo, révélant ses épaules sculptées sous une camisole blanche. Même si nous commençons à être plus proches, je détourne le regard pour lui laisser de l'intimité pendant qu'il enlève son jean. Une fois sous les couvertures, il me chuchote doucement. « Tu es vraiment magnifique, Anna. » La façon dont il me contemple me bouleverse. Pour la première fois de ma vie, je me sens belle, même si son t-shirt ne me met pas particulièrement en valeur. Un bref silence s'installe avant qu'il ne laisse échapper quelque chose d'inattendu. C'est très étrange. En théorie, je ne devrais pas être physiquement attirée par toi. Ces paroles semblent le troubler, comme s'il regrettait qu'elles aient franchi le seuil de ses lèvres. Mais de quelle théorie parles-tu? Je demande, déconcertée. On en parlera demain, d'accord? Insiste-t-il. Pour l'instant, tu dois te reposer. Bon, d'accord, acceptai-je finalement. Mais cette conversation est loin d'être terminée. Je m'en doute, cette rouquine est curieuse, marmonne-t-il à lui-même. Alors que je me love confortablement contre lui, une douce sensation de bien-être m'envahit. Auparavant, j'aurais redouté cette proximité avec un homme, mais étrangement, je me sens parfaitement à ma place, comme si cette forme d'intimité nous était naturelle, comme si nous avions toujours été destinés à nous retrouver ainsi, dans cette communion paisible. Sa présence à mes côtés apaise mes craintes et dissipe mes doutes. Nous semblons être deux pièces d'un puzzle, enfin réunies pour former un ensemble harmonieux. Et dans cet instant de quiétude, je réalise que je ne désirais être nulle part ailleurs. Je devine que Phoenix partage ce ressenti, car son cœur bat de plus en plus fort. « Bonne nuit, Anna », murmure-t-il en enveloppant son bras autour de moi. « Bonne nuit, Phoenix. »
2 mois se sont écoulés depuis cette nuit où Phoenix et moi avons partagé ce moment d'intimité, marquant le début d'une transformation profonde dans nos vies. Chaque journée à ses côtés a été un véritable cadeau, un voyage au cœur de nos âmes, où nous avons exploré des aspects insoupçonnés de nous-mêmes. Au cours de cette période, nos interactions ont été empreintes de tendresse et de compréhension mutuelle. Nous avons échangé sur nos rêves les plus fous, nos aspirations les plus profondes et même nos peurs les plus sombres. Chaque conversation révélait une nouvelle facette de nos personnalités, renforçant le lien spirituel qui nous unit et nous conduisant vers une connexion de plus en plus authentique. Je me suis émerveillée devant la profondeur de ses réflexions et la noblesse de son cœur. Chaque jour qui passait, je découvrais de nouvelles raisons d'aimer toujours plus cet homme. Ses gestes attentionnés, ses paroles réconfortantes, sa présence rassurante. Tout en lui semblait parfait, comme si nous étions faits l'un pour l'autre, comme 2 notes de musique parfaitement accordées. Cependant, au fil du temps, j'ai discerné une dualité troublante sous son charme et sa douceur. Certains jours, il était l'homme le plus tendre, attentionné et aimant que j'ai jamais rencontré. Mais à d'autres moments, une ombre semblait planer sur lui, le rendant distant et replié sur lui-même. Ces sortes d'humeurs m'ont souvent déconcertée, me laissant perplexe, parfois même blessée. J'ai eu du mal à comprendre cette dualité qui l'habite, à accepter que l'homme que j'aime puisse être aussi complexe. Mais malgré ces moments de confusion et de désarroi, mes sentiments pour lui transcendent largement ces difficultés. Au-delà de ces démons intérieurs et de ces ondes d'ombre persiste un amour profond qui nous unit, un lien indéfectible défiant toute logique. Je suis consciente que je ne peux pas le changer et je suis prête à embrasser chaque aspect de sa personnalité, même les plus sombres. Car en sa présence, je me sens vivante, pleinement moi-même et entière. Sa lumière éclaire ma vie d'une manière nouvelle et malgré les défis que notre relation peut parfois poser, je sais que chaque instant passé ensemble en vaut la peine. Je suis prête à faire face à toutes les épreuves, à relever tous les obstacles, tant que je peux être à ses côtés. Chaque vendredi soir, il m'invite à passer la nuit chez lui et comme d'habitude, je m'endors paisiblement dans ses bras réconfortants. La quiétude de son étreinte me transporte dans un monde de rêves doux et tranquilles, mais cette nuit-là, mes songes se teintent d'une inquiétude inattendue. Phoenix et moi sommes confrontés à un danger imminent, tout comme notre bébé. Notre village est assailli, des flèches pleuvent du ciel, tandis que le grondement des cavaliers ennemis résonne dans l'air. Les membres de notre tribu tombent les uns après les autres, nous laissant comprendre que nous sommes désormais trop peu nombreux pour résister. Le temps nous est compté. Nous devons quitter nos terres au plus vite, sinon nous sommes condamnés. D'un geste vif, Phoenix me tend le bébé, son regard déterminé face à l'adversité imminente. Son apparence est marquée par ses origines, ses longs cheveux noirs tressés par des plumes témoignant de son lien profond avec la nature. « Va à la rivière, m'ordonne-t-il, je te rejoindrai là-bas à l'aube. » Paralysé par la terreur, je reste figé. « Allez, cours !» hurle-t-il à plein poumon, sa clameur résonnant à travers la plaine verdoyante. L'instinct de survie prend le dessus et enfin mes jambes répondent à l'appel. Sans un regard en arrière, je cours sans relâche, l'adrénaline faisant pulser mes veines, me procurant une force insoupçonnée. À la tombée de la nuit, nous parvenons finalement au bord de la rivière, mon bébé bien serré dans mes bras. Nos cœurs battent à l'unisson dans l'attente angoissée du lever du jour. Les heures s'étirent lentement, chaque minute paraissant une éternité. Mais malgré mes prières silencieuses, Phoenix ne se montre pas. L'aube cède sa place à la nuit, mais l'ombre rassurante de Phoenix ne se profile toujours pas à l'horizon. La réalité me frappe alors de plein fouet, cruelle et implacable, comme un coup de massue sur mon cœur déjà meurtri. Abandonnés, mon bébé et moi succombons quelques jours plus tard, terrassés par la faim et la désespérance. Dans la scène suivante, un frisson glacial me parcourt l'échine lorsque l'homme hideux qui hante mes cauchemars depuis ma rencontre avec Phoenix surgit devant moi. Son rire sinistre remplit l'air tandis qu'il contemple mon bébé gisant sans vie sur le sol. Ses yeux, noirs comme du charbon, me fixent avec une malveillance dérangeante, comme s'il savait que je suis sa prochaine cible. Je suis pétrifiée, terrorisée par la présence de ce monstre immonde sorti tout droit de l'enfer, qui semble prendre un malin plaisir à jouer avec moi avant de m'achever. Les jambes flageolantes, je recule en scrutant fébrilement les alentours, cherchant désespérément une échappatoire. Mais il n'y a rien ni personne.
Je réalise alors que c'est la fin de moi, de ma misérable et insignifiante existence. Mais en cet instant, je n'ai plus raison de vivre. Les ténèbres m'enveloppent et je ferme les yeux, murmurant un nom. Cosma. Soudain, la voix de Phénix me tire de mon cauchemar, résonnant dans le néant de mes pensées confuses. Anna, je t'en supplie, réveille-toi. Je suis prise entre deux mondes, la frontière floue entre le rêve et la réalité. Les images atroces de mes songes continuent de tourmenter mon esprit, tandis que la douleur lancinante de la perte de mon bébé me submerge. Je suffoque, étouffée par un océan de tristesse qui m'engloutit. Dans cette obscurité abyssale, je sombre jusqu'à ce qu'une émotion d'une violence incomparable me foudroie. Je me mets à hurler. « Je te hais, Phénix, tu as tué notre bébé. » Je me débats comme une possédée, l'obligeant à me saisir les poignets pour m'empêcher de le gifler. Cela ne me retient pas de continuer de l'injurier. « Tu n'es qu'un traître, tu nous as abandonnés et jamais je ne te le pardonnerai. » Sous l'emprise d'une colère immense, je sens mon sang marteler mes tempes et mon crâne, tandis que l'air me brûle les poumons. La douleur est si intense que pendant un instant, je crains de perdre connaissance. Puis, aussi rapidement qu'elle est apparue, la souffrance s'évanouit. Il ne reste plus que le doux murmure du silence. Dans le calme qui suit la tempête, je sens mes muscles se relâcher et ma respiration reprendre un rythme régulier. Lentement, j'ouvre les yeux et me retrouve face au regard inquiet de Phénix. « Anna, parle-moi, je t'en prie, » me supplie-t-il. Épuisé, mes mots peinent à franchir mes lèvres. « Phénix, je bafouille. J'étais tellement en colère contre toi. Notre fille est... » Des larmes incontrôlables envahissent mes yeux. Le souvenir de mon bébé gisant sans vie sur le sol est trop accablant. « Calme-toi, c'est fini maintenant, » murmure-t-il en essayant de m'attirer dans ses bras. Mais une nouvelle vague de rage surgit en moi et je le repousse avec vigueur. « Pourquoi n'es-tu jamais venue ?» rugis-je, la voix empreinte d'une colère dévorante. « Anna, c'était un cauchemar, tente-t-il de m'apaiser. »« Non, c'était bien réel. Je suis morte à cause de toi. Notre fille est morte à cause de toi, hurlai-je hors de moi. » Son regard se voile d'incompréhension. « Mais de quoi parles-tu » ? Elle s'appelait Cosma. Est-ce que ce nom t'évoque quelque chose ? Cosma, répète-t-il en fronçant les sourcils. Tu as prononcé ce prénom juste avant d'essayer de me gifler. Écoute, Anna, je suis amoureux de toi. Jamais je ne t'aurais abandonné. Cet aveu me frappe comme un éclair, dispersant la tempête de colère qui faisait rage en moi. D'une voix d'une infinie tendresse, il ajoute « Pour tout te dire, je t'ai aimé à la seconde où mes yeux ont croisé les tiens à l'aéroport et je n'ai pas cessé de t'aimer depuis. » Mon cœur éclate de joie, une émotion si débordante que je peux à peine la contenir. Les mots que j'ai tant espérés tombent enfin de ses lèvres, réchauffant chaque fibre de mon être. Jamais je n'aurais imaginé que cette révélation viendrait à la suite d'un cauchemar, mais étrangement, cela paraît juste, comme si même dans les ténèbres les plus épaisses, la lumière de notre amour pouvait percer. Peut-être que c'est là la véritable essence de notre lien, la capacité de surmonter les obstacles les plus redoutables et de trouver la paix dans les bras l'un de l'autre. Je t'aime aussi, Phénix, je souffle, bien que ces mots semblent trop modestes pour exprimer la profondeur de mes sentiments. Mes lèvres effleurent les siennes avec douceur, et soudain, un raz-de-marée de sensations m'étreint. Si le paradis existe réellement, je crois que je viens d'y entrer. Dans cet échange, nos corps vibrent à l'unisson, tandis que nos âmes, telles deux étoiles dans la nuit, entament une valse gracieuse. Elles semblent attirées l'une vers l'autre par une force irrésistible, se rapprochant inexorablement jusqu'à fusionner pour ne former qu'une seule entité. Alors, une mélodie sublime résonne dans mon être, comme si une chorale céleste chantait spécialement pour moi. En un instant, ma conscience s'ouvre, révélant mon environnement avec une clarté jamais expérimentée auparavant. Chaque détail est baigné d'une lumière éblouissante, vibrant à une intensité captivante. C'est un tableau d'une beauté absolue, comme si j'avais découvert un nouveau monde où règne l'harmonie, la paix et la perfection. Mais hélas, ce monde merveilleux s'évanouit aussi rapidement qu'il s'est présenté. Les couleurs perdent leur éclat, la mélodie divine se dissipe dans l'air. Pourtant, au milieu de cette éphémère splendeur persiste le doux sentiment d'amour qui caresse mon cœur. « Phénix, j'ai vu nos âmes » m'exclamai-je, encore sous le choc de cette expérience transcendantale. La tienne d'un vert émeraude étincelant, la mienne d'un bleu indigo profond comme l'océan. Elles étaient unies dans une danse éblouissante.
Nous rayonnons d'une intensité à couper le souffle et tout semblait amplifié. Les couleurs, les sons, les odeurs. Comment est-ce possible? Un doux sourire éclaire son visage alors qu'il me rappelle notre conversation dans le parc. Je t'avais dit que plus nous passerons de temps ensemble, plus tu te rendrais compte que ce monde est différent de tout ce que tu as pu imaginer. Il m'attire tendrement dans ses bras et nous nous allongeons sur le lit, nos corps se rapprochant comme s'ils étaient destinés à se retrouver. La chaleur émanant de son torse me réconforte tandis que mes doigts pianotent sur son ventre. Un frisson parcourt son corps et je lui demande s'il préfère que j'arrête mes caresses. Il a été clair sur les limites à ne pas dépasser, mais il tire légèrement sur mon t-shirt, exposant un peu plus ma cuisse. Dans ce geste taquin, je sens une complicité naissante entre nous, une tension agréable qui ne demande qu'à s'épanouir davantage. Cependant, alors que je m'apprête à retrousser sa camisole, son expression se fige brusquement, rompant l'instant de complicité précédent. « Je ne veux pas brûler d'étape », murmure-t-il, sa voix empreinte de précaution. Pourtant, derrière cette affirmation tranquille, je pressens qu'il y a autre chose en jeu. Après tout, cela fait déjà plus de 2 mois que nous nous fréquentons, et il est évident qu'il n'a jamais attendu aussi longtemps auparavant pour passer à des gestes plus intimes. Une part de moi craint que mon manque d'expérience en soit la cause, et mon cœur se serre rien qu'à y penser. Les fissures de l'insécurité s'élargissent dans mon esprit tandis que je médite sur ces paroles. Peut-être voit-il en moi une fragilité encore plus grande que celle que je me reconnais. Après tout, je suis bien plus jeune que lui, une différence d'âge de 9 ans qui semble creuser un gouffre entre nos expériences de vie. Il a déjà parcouru tant de chemins, alors que je suis toujours en quête de mon identité. Sa confiance en lui et sa maturité contrastent tellement avec ma propre expérience que je commence à douter de ma valeur personnelle. Je me demande si je serai capable de répondre à ses attentes, si je pourrais m'intégrer dans son cercle social et familial, si je pourrais réellement contribuer de manière significative à sa vie et à son bonheur. Ces questions tourmentent mon esprit, me plongeant dans un tourbillon d'incertitude. Suis-je vraiment à la hauteur pour lui? Comment pourrais-je combler le fossé entre nos mondes qui semblent si différents? Pourtant, malgré ces craintes persistantes, j'espère qu'avec le temps, je pourrai lui prouver que mon manque d'expérience et notre différence d'âge ne sont pas des barrières insurmontables, mais plutôt des occasions pour nous épanouir ensemble et grandir en tant que couple. Un silence enveloppe la chambre alors que je médite sur ces réflexions, brisées soudain par la voix profonde de Phénix. « Si je tiens autant à y aller en douceur, c'est parce que c'est du sérieux entre nous », déclare-t-il. J'ai l'étrange impression qu'il a lu dans ma tête, une sensation familière que j'ai déjà ressentie à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas le seul élément mystérieux que j'ai remarqué à son sujet. Par moments, il semble se mouvoir à une vitesse hallucinante, traversant une pièce en un éclair, comme s'il pouvait se téléporter instantanément. De plus, il attrape parfois des objets au vol que j'ai involontairement bousculés, comme s'il avait anticipé leur chute avant même que je ne les laisse tomber. Ces incidents m'ont souvent laissé déconcertée, mais je n'ai jamais osé les aborder avec lui, craignant de passer pour une folle. « À tout hasard, tu ne serais pas télépathe, finis-je par m'aventurer. »« Non, mais je devine quelques-unes de tes pensées, » répond-il simplement. Son refus d'approfondir le sujet renforce l'aura de mystère qui l'entoure. Cependant, je suis déterminée à éclaircir la situation. « Tu les devines parce qu'elles sont évidentes ou tu les captes ?» insistai-je. Tu as raison, il serait plus juste de dire que je les intercepte, mais seulement quelques-unes d'entre elles, précise-t-il à nouveau, semblant vouloir me rassurer. Malgré cela, mes émotions vacillent entre la stupeur et l'embarras, alors que je songe à ce que cela implique. Soudain, une de nos conversations émerge dans mon esprit et je murmure « C'est donc à cela que tu faisais allusion lorsque tu évoquais la possibilité que je puisse un jour détecter tes états émotionnels, comme tu le fais avec tous ceux qui t'entourent. » Finalement, ma persévérance à vouloir connaître la vérité porte ses fruits. Il s'ouvre enfin, revenant sur l'expérience transcendantale que j'ai vécue un peu plus tôt. Depuis notre plus jeune âge, on nous inculque de fausses croyances. On nous assure qu'il n'existe rien d'autre que ce qui est perceptible à travers nos sens. Mais lorsque nous réussissons à rétablir la connexion avec notre âme, notre conscience s'élargit et nous révèle un univers d'une profondeur insondable. Dans ce processus, toi et moi sommes privilégiés. La plupart des gens ne prennent conscience de l'existence de leur âme qu'à la fin de leur vie, voire jamais. Mais pour nous, c'est différent. Notre lien particulier nous permet de nous éveiller à cette réalité bien plus tôt, ainsi qu'aux capacités psychiques de l'être humain.
tels que la télépathie, la clairvoyance ou encore la capacité à ressentir les émotions des autres de manière plus profonde. Profitant de l'opportunité, j'aborde un sujet qui me préoccupe depuis notre rencontre. À propos de notre lien, j'aimerais comprendre pourquoi, lorsque nous nous embrassons, il m'arrive parfois de fondre en larmes. C'est bien embêtant. Les premiers rayons de soleil colorent l'horizon de rose, illuminant notre échange. Il détourne son regard vers la fenêtre, semblant hésiter à partager ce qu'il sait. La raison pour laquelle tu pleures aussi souvent, c'est parce que je suis ta force et ta faiblesse, ta lumière et ton obscurité, déclare-t-il finalement. Perplexe, je plisse le front, incapable de saisir pleinement le sens derrière ses paroles. Il ajoute alors « Si tu tombes, je tombe, et l'inverse est tout aussi vrai. » Sur un coup de tête, je réplique avec humour. « Pauvre de toi, je passe mes journées à tomber par terre. Selon ta métaphore, cela voudrait dire que toi aussi. » Son regard se fige sur moi, empreint d'une étrangeté qui m'inquiète. « Tu ne trouves pas ma blague drôle ?» demandai-je, tentant de dissiper ce silence pesant. « Si » répond-il d'une voix presque absente. « Alors, pourquoi ce regard ?» Il soupire. « Parce que tu es comme un enfant qui ne fait qu'apprécier le moment présent, alors que moi, je passe mon temps à élaborer des plans pour le futur. » Son visage se voile d'ombre alors qu'il semble se replier sur lui-même, érigeant un mur invisible entre nous. Cette brusque distance me trouble profondément. Un instant auparavant, nous étions en parfaite harmonie, mais à présent, nous sommes comme des étrangers. Une fois de plus, la dualité perceptible en lui me rappelle ma jeunesse. Comme ma mère, dont l'humeur était aussi changeante que les marées, je suis toujours sur le qui-vive. À l'époque, j'étais aux aguets de ses moindres réactions, adoptant mes comportements pour éviter de la contrarier. Un doute sournois commence à s'immiscer en moi à mesure que je réfléchis. J'espère secrètement qu'il puisse apaiser mes inquiétudes, mais il se lève pour préparer du café. Pendant ce temps, je profite de l'occasion pour filer sous la douche avant de le rejoindre dans le salon pour contempler le lever du soleil. Emmitouflée dans sa robe de chambre, je me sens à nouveau protégée et réconfortée. Après avoir savouré une gorgée de cappuccino, il m'annonce qu'il partira à la chasse demain avec Jimmy. « Jimmy, le type avec qui tu discutais au bistrot ?» demandai-je. « Oui, c'est bien lui. Je serai de retour la semaine prochaine. » « D'accord, dis-je, tentant de masquer l'anxiété que notre séparation suscite en moi. Je vais en profiter pour rattraper mon retard et travailler ma musique. » Il m'attire alors dans ses bras en murmurant que je vais lui manquer. « Toi aussi », je souffle avant de sceller nos lèvres dans un baiser passionné. Ses mains glissent le long de mon dos avant de se faufiler sous le tissu pour caresser ma cicatrice. « Cette robe de chambre est douce, mais ta peau l'est encore plus », susurre-t-il. Ces paroles allument une flamme en moi, un désir ardent qui s'empare rapidement de mes sens. Je m'abandonne à cette passion, poussant Phoenix pour qu'il s'allonge sur le canapé, son dos contre les coussins, et je me couche sur lui. Cependant, avant que je puisse réaliser ce qui se passe, il m'inverse avec une agilité déconcertante, comme s'il avait anticipé chaque mouvement avec une précision stupéfiante. Sa vitesse défie toute logique, semblant transcender les limites de la réalité, surpassant même son ombre. Prête à l'interroger sur cette étrange capacité, il me devance, une expression contrariée ornant ses lèvres. « Anna, tu n'es pas raisonnable, me réprimande-t-il. » Je hausse nonchalamment les épaules, mais il insiste. « Cela ne te fait-il pas ressentir la moindre culpabilité ?» Devrais-je ? Je réponds avec innocence. « Oui. » Pourtant, j'ai respecté tes règles. Il semble finalement craquer, relâchant la rigueur et la discipline qui caractérisent son quotidien de soldat. Son sourire s'élargit, admettant sa défaite face à ma détermination, et son regard s'adoucit. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ?» plaisante-t-il. « Eh bien, tu pourrais commencer par m'embrasser. » Phoenix me raccompagne chez Jeanne après le petit déjeuner. Épuisée par l'intensité des derniers événements, je monte directement dans ma chambre, soulagée de constater qu'Ellie n'est pas là. Affronter ces questions incessantes serait trop lourd à supporter, surtout quand je n'ai aucune réponse à lui offrir. Malgré les confidences de Phoenix sur son passé, je ressens toujours ce sentiment lancinant qu'il me cache quelque chose d'essentiel. Bien qu'il se soit ouvert sur certains aspects de sa vie, une part de lui demeure enveloppée dans l'ombre du mystère. Comme une pièce manquante dans le puzzle de notre relation, un fil conducteur que, s'il était révélé, pourrait éclairer notre lien d'une lumière nouvelle, encore plus profonde.
Après quelques minutes de réflexion, je décide de faire appel à la logique pour démêler les faits. Mes émotions tourbillonnent dans tous les sens, rendant difficile de s'y fier. Je fouille dans mon sac d'école et en ressors un calepin et un crayon. Avec méthode, je dresse la liste des principaux éléments que Phoenix m'a dévoilés à son sujet. Je note également mes propres observations et une grimace se dessine sur mon visage en inscrivant le nom de son ex. Enfance marquée par des épreuves difficiles et l'abandon parental. Confronté à un profond manque d'affection dès son jeune âge. Entretenu des relations avec plusieurs femmes, y compris Aluka. Présence d'une dualité intense et d'un sentiment de colère prédominant. Variation d'humeur rapide et imprévisible. Obsession pour la quête de vérité à tout prix. Tendance marquée à être extrêmement protecteur à mon égard. Apprécie la planification et l'organisation, démontrant un désir constant de contrôle sur son environnement. En observant la liste, je prends conscience de la profonde différence entre lui et moi. Il incarne le soleil, tandis que je suis la lune. Je me remémore alors la vision qu'il a eue, celle où on lui a présenté la personne détentrice de la clé qu'il a toujours cherchée. Mon intuition me murmure qu'il est là, mon fil conducteur. Mais vers quelle destination me guide-t-il? C'est un véritable mystère et ce n'est pas aujourd'hui que je vais le résoudre. Je songe alors que je me laisse lentement glisser dans le sommeil.